Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 87e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, nous vous offrirons une mise à jour des deux courses en Formule 1, celle au championnat des pilotes et celle au championnat des constructeurs. Très heureux de recevoir mon frère et collaborateur Guillaume Courchaine, ça va bien? Oui, ça va super bien. Content de faire cette petite mise à jour de mi-saison là, ou de fin de saison pour ce championnat de 2024. Absolument. Et on s'est parlé pas mal toute la saison de Formule 1. On était en constante communication. Puis au début de l'été, on se parlait, puis je pensais vraiment pas qu'on allait faire un épisode du genre cette année parce qu'on se dirigeait vers une saison un petit peu sans histoire où les Max Verstappen et les Red Bull allaient dominer. Ben, ce n'est plus ça du tout. Vous allez le voir tout au long de l'épisode que les choses ont pas mal changé. Donc, d'où la pertinence de faire un épisode aujourd'hui pour préparer un petit peu ce qui s'en vient pour la fin de la saison de la Formule 1 et aussi revenir sur les faits marquants de cette année-là. On est actuellement dans une pause d'un mois, donc l'opportunité est belle. On va reprendre seulement le 18 octobre à Austin. Il y a eu quelques changements plutôt mineurs cette saison au niveau du visage des pilotes qui étaient en course. Là, on peut noter Franco Colapinto, un Argentin qui a remplacé Logan Sargeant chez Williams. Et c'est quand même pas peu dire parce que Sargeant était le seul Américain en lice. On sait que la Formule 1 appartient à des intérêts américains. On a plusieurs courses aux États-Unis. Donc, ça a quand même été un changement qui, somme toute, au sein de l'écurie, était quand même plutôt mineur. Là, on va se le dire que Sargeant a quand même causé beaucoup d'accidents. Ça coûte une fortune, les réparations de voitures. Mais lorsqu'on regarde l'image globale, on perd le seul Américain qu'on avait sur la grille de départ, là. Mais oui, ça fait des années que les médias américains ou que les promoteurs américains cherchent des pilotes qui vont venir de ce pays-là. On parle depuis des années du nom Andretti, mais que ça se concrétise jamais. Là, il y en avait un, puis ça n'a juste pas fait le travail. Là. À un moment donné, Williams, avec la signature qu'ils ont faite aussi pour l'an prochain, ils voulaient s'assurer Ouais. d'avoir des pilotes quand même assez compétitifs. Puis Sargent faisait tout simplement pas le travail. Il se faisait constamment dépassé par son coéquipier en qualification. Il y avait peu de points. Comme tu as dit, il causait plus d'accidents qu'il récoltait de points. Donc là, généralement, ça veut pas, ça entraîne un licenciement. Là. On est proche de la porte de sortie plus souvent qu'autrement. Mettons en contexte, justement, commençons avec le championnat des pilotes. Max Verstappen, on l'a mentionné en début d'épisode, il a eu des débuts fracassants. On parle de 5 victoires dans ses 7 premiers Grands Prix. De manière assez aisée la plupart du temps, là, c'était quand même assez des dominations de la part de Red Bull. Mais On oui, a on gagné regardait les ensuite. courses. Excuse-moi. Non, vas-y, va continuer, vas-y. J'allais dire, on regardait les courses, on était comme bon, encore une saison qui va être exactement pareille comme les autres. On C'est anticipait vraiment exactement ça. une domination. On se dirigeait vers une saison assez plate. Ensuite, il en a gagné quand même 2 autres en juin après une petite pause, là, dont le Grand Prix du Canada. Mais depuis ce temps-là, depuis ses victoires en juin, aucune victoire. Quand même, oui, 3 deuxièmes places, 5 fois absent du podium. Il a quand même été en mesure d'inscrire des points et c'est ce qu'il a gardé dans une très, très bonne position dans ce classement des pilotes. Il est rendu à 331 points au premier rang. Mais on a remarqué le changement drastique au niveau des performances. Qu'est-ce qui, selon toi, peut expliquer ce changement majeur? Ça a été observé dans l'écurie complète de Red Bull, là, pas seulement chez Verstappen, on en viendra sur son coéquipier un petit peu plus tard, mais les victoires ne sont plus au rendez-vous chez Verstappen. Non, parce qu'on dirait, je pense que son désir de vaincre est encore là, mais on dirait que comparativement à l'autre année d'avant où la Red Bull avait été bonne du début jusqu'à la fin, il y a eu comme une cassure. Ouais. Je sais, ils ont peut-être changé certaines pièces, ils ont peut-être travaillé sur la voiture, et je sais qu'à force de dominer, les écuries ont moins de temps en soufflerie, moins de temps pour travailler Ouais. sur la voiture en cours de saison alors que peut-être d'autres manufacturiers ou d'autres constructeurs ont fait des améliorations
pour améliorer leur voiture et avec des résultats qu'on a vus presque immédiats. Red Bull, on dirait que soit qu'ils ont stagné ou soit qu'ils ont fait des améliorations ou des changements qui ont eu pour effet de changer la voiture. On sait que des Formule 1, là, c'est des petites bêtes capricieuses. Tu changes un petit détail ici ou là, puis ça peut avoir des effets sur la voiture à long terme, sur plusieurs courses. Donc, d'après moi, Max Verstappen, en tant que pilote, est encore bon, mais il semble déconcentré par son auto, puis veut pas, déconcentré par tout ce qui s'est passé un petit peu chez Red Bull au courant des derniers mois, autant les scandales, les départs, donc tout ce qui est hors course, d'après moi, ça joue peut-être un petit peu au niveau de sa motivation et son désir de vaincre. Principalement depuis la pause estivale, on a entendu Verstappen démontrer son insatisfaction. Comme tu as parlé d'ajustements qui ont été faits, Verstappen le dit, on avait une voiture qui était dominante, on a fait des changements, et bien, c'est plus le cas. Parfois, justement, on veut un petit peu trop réinventer un produit qui fonctionne et ça donne les résultats qu'on connaît. Donc, ça a finalement permis d'avoir une course pour ce championnat des pilotes. Ses poursuivants se sont grandement rapprochés. Le plus près de lui se trouve à être Lando Norris chez McLaren, qui est à 279 points. Donc, quand même une cinquantaine de points de différence. On mettra un petit peu en contexte les choses à la fin de l'épisode sur ce qui pourrait arriver. Mais une belle histoire que celle de Norris cette année. Il y a 2 ans, McLaren, ça avait été très difficile. Depuis le Grand Prix de Chine, la fin de semaine du 19 avril, il a été 10 fois sur 14 sur le podium, donc 3 victoires. Probablement le pilote le plus régulier cette année. Comment tu as trouvé ces prestations là, au cours de la saison? Ben, on voit que McLaren, quand ils ont décidé de miser sur Norris comme numéro 1 et d'avoir Piastri comme numéro 2, les deux s'entendent bien, les deux, ils se poussent un et l'autre. Ouais. Puis Norris a vraiment vu l'opportunité de conduire la McLaren à son plein potentiel. Ils ont vu cette année que ce n'était pas une année en développement, c'était une année où les performances étaient optimales. Puis depuis, il n'a jamais désespéré. Il aurait pu désespérer quand Verstappen avait gagné tous ses grands prix au début, mais il a continué, il n'a pas lâché, puis il a été, comme tu as dit, régulier. Il n'a pas fait d'erreurs comme d'autres, comme exemple Charles Leclerc aurait pu le faire. Ouais. Norris a rarement eu des problèmes techniques. Donc, en gros, il a été capable de maximiser ses chances de gruger lentement mais sûrement l'écart sur Verstappen, surtout dans les 7 derniers, où est-ce qu'il a presque pris presque une centaine de points là, sur Verstappen. Donc, à ce niveau-là, les McLaren ont fait un meilleur travail que les Red Bull, puis ça explique pourquoi on a une saison qui pourrait changer de meneur d'ici 3 courses. On verra à la fin, mais c'est encore possible. Puis ça, on n'a pas eu ça depuis 3-4 ans, où est-ce qu'il y avait une bataille aussi serrée. Puis tu sais, il y a Norris, mais en dessous, tu as Leclerc, tu as Piastri, qui ils peuvent, tu sais, ils sont encore dans le moule pour premier, deuxième, troisième, quatrième, mais bon, Verstappen ne domine plus, Norris, il pousse, puis il faut vraiment que tout le monde pousse dans le même sens que, d'après moi, l'objectif ultime, c'est de détrôner Verstappen. Les ingénieurs chez McLaren ont vraiment fait du bon travail. La voiture semble légère, elle colle bien à la route, très peu de pépins techniques. On a des bonnes stratégies de course aussi. Rarement qu'on s'est fait prendre à notre propre jeu dans une stratégie. On est efficace dans nos arrêts au puits. Pardon. C'est ce qui fait que Lando Norris, comme tu l'as dit, grugé autant de points à Verstappen. Charles Leclerc, on le voit aussi, avant que tu continues, on le voit aussi que, peut-être que tu allais venir vers ce sujet-là, mais on le voit au classement. McLaren, ils ont le 2e et 4e pilote. Ferrari, 3e, 5e. Mercedes, 6e, 7e. Puis là, il y a une trop grosse différence entre Verstappen et Perez au niveau des performances. Perez ne peut absolument pas. On parlera du championnat des constructeurs, effectivement, un petit peu plus tard dans l'épisode. Pour poursuivre au niveau des pilotes, là, Charles Leclerc, quand même assez près de Norris, là, 245 points.
9 podiums, 2 victoires. Mais comme tu l'as dit, trop souvent des performances inégales. Ces 2 victoires ont été faites dans si on peut dire, des terrains en terrain connus. Hein, victoire Grand Prix d'Italie, ou qui est qui est la forteresse Ferrari. Victoire chez lui à À Monaco. Monaco. Donc, parfois, lorsqu'on le sort de sa zone de confort, parfois dans un Grand Prix où les Ferrari ne sont pas bien performés, trop peu souvent, Charles Leclerc réussit à semer le doute dans la tête des observateurs et dire non, Ferrari peut être compétitif. Donc, il n'a pas su déjouer les tendances. Il a quand même une belle performance au global, mais c'est la même chose depuis le début de sa carrière. De la misère à s'adapter quand les Ferrari sont un petit peu moins avantagés dans certains circuits. Là. Non, d'après moi, il y a une bonne voiture, il dépend trop des circuits. Comme tu le dis un petit peu, là, il va être bon dans les circuits où est-ce qu'il a gagné auparavant, ou des circuits qui lui sont familiers, mais tandis que quand c'est d'autres, où la prise de risque est peut-être plus grande pour lui, c'est peut-être là des fois qu'il va commettre des erreurs de pilotage. Puis, tu sais, on le sait en Formule 1, il suffit que tu prennes un mauvais tournant une fois, puis ta course peut avoir un pépin, un accident, tu peux chuter au classement. Donc, effectivement, pour Charles Leclerc, il va falloir qu'il soit peut-être plus confortable dans plus de circuits. La course s'arrête avec Oscar Piastri au 4e rang. Aussi chez McLaren, là, il a 237 points. Donc, mathématiquement, c'est possible de rattraper Verstappen. C'est peu probable, puisqu'on a justement un coéquipier qui est devant lui. Si la situation le dépend, ben McLaren vont avantager Lando Norris. Reste que Piastri, un des plus jeunes pilotes de la grille, depuis le 24 mai, c'est 2 victoires, 7 podiums sur 11 courses. Il est très régulier dans ses performances. Donc, on se retrouve avec 2 bons jeunes pilotes. Qu'est-ce qui t'a impressionné chez Piastri? Parce qu'on dirait que cette année, il y a eu si je peux me permettre l'expression, là, un shift dans ses performances par rapport à ce qu'on a vu par le passé. Là, il est beaucoup plus constant. Mais oui, mais d'après moi, il y a eu la confiance de son équipe. Parce qu'au début, il était nouveau, c'était un pilote très jeune qui est arrivé très tôt. Et même si on voyait son potentiel déjà en Formule 2, puis tout ça, en Formule 1, on ne savait pas trop à quoi s'attendre de lui l'année passée. Et là, cette année, il y a eu un vote de confiance de McLaren, puis il va à fond, il n'a pas peur de s'investir. Puis on le voit, lui aussi, il est régulier. Là. Dans les 5 derniers Grands Prix, c'est 4 podiums. Ouais. Il est tout le temps là, il est souvent là. Peut-être même, on voit qu'il ne se laisse pas impressionner par Norris, même s'il ne veut pas lui nuire. Donc, le fait qu'il n'est pas froid aux yeux, puis qu'il est calme. Tu sais, souvent, on va peut-être moins l'entendre que Norris dans les conversations qu'on entend à la télévision, se plaindre ou discuter des trucs comme ça. Il passe peut-être un petit peu plus sur le radar, mais il est quand même bien présent. Parlons de 2 pilotes qui déçoivent dans cette saison 2024. Commençons avec George Russell qui pointe au 7e rang du classement des pilotes. 155 points, 19 points derrière son coéquipier Lewis Hamilton. Ça, c'en est une surprise. On sait que McLaren va de l'avant, pas McLaren, pardon, Mercedes va de l'avant avec George Russell. C'est leur pilote pour les prochaines saisons. Lewis Hamilton sera sur son départ, mais on semble avoir de la difficulté à enligner les bonnes performances. Il y a eu si on peut dire certains scandales qui ont entouré Russell, que ce soit des accrochages, que ce soit des histoires un petit peu dans les paddocks. Quand même eu une victoire en juin cette saison au Grand Prix d'Autriche. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la saison à Russell est aussi énigmatique? Là? Même lui, il doit se le demander parce que autant que les autres constructeurs devant lui, les autres pilotes devant lui, outre peut-être son coéquipier, sont stables et peuvent aspirer à des points, on dirait que Russell, il faut toujours qu'il se batte pour être dans le top. On sait que Mercedes n'ont pas de meilleure voiture, même si elle semble un peu mieux performer que qu'est-ce qu'on s'y attendait. Au cours du mois de juillet, les Mercedes ont été très présentes avec 2 victoires, des podiums, etc. Donc, ils ont été là, puis là, il y a un certain manque de fiabilité, ou je ne sais pas s'ils ont comme trop poussé en milieu de saison.
Ils ont vu que Russell avait du bon potentiel, comme tu as dit, après sa victoire en Autriche. Et là, je ne sais pas s'ils ont fait des ajustements qui ont fait en sorte que sa voiture, soit qu'elle était moins performante ou qu'elle était moins fiable, parce qu'effectivement, il est arrivé des pépins à Russell, des bris qui a fait que sa course était terminée assez rapidement, des fois après. Je ne me souviens pas c'est quelle course exactement, mais très rapidement, là, après quelques tours, sa course était déjà terminée, il est arrivé quelque chose. Donc, Mercedes, peut-être qu'ils se disent, regarde, on ne va pas favoriser aucun des pilotes cette année, puis l'année prochaine, ça va être all-in pour Russell. Parce qu'on sait que Russell a le potentiel pour Ouais. gagner des courses. Il l'a fait avec une voiture qui est moyenne, pas moyenne, mais mettons supérieure à la moyenne, mais pas élite. Donc, d'après moi, sur l'année prochaine, ça va être partie remise. Puis si Mercedes sont capables de faire des ajustements, ils vont peut-être être dans le mix avec les Ferrari, les Red Bull, tout ça. En ce moment, il y a un petit gap entre les deux. Mais C'est d'après moi, au, Russell il va être un bon leader l'année prochaine. c'est au Grand Prix de Grande-Bretagne qu'il a dû abandonner rapidement. Il y a aussi eu l'histoire lors du Grand Prix de Belgique le 28 juillet où il a été disqualifié, rien de moins. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu du contexte derrière cette Oui, je voulais en déception-là? parler. Ça, je voulais en parler parce que c'était moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça dans la Formule 1. Parce qu'après chaque voiture, après chaque Grand Prix, ils pèsent les pilotes, ils pèsent aussi les voitures. Ouais. Puis à Spa-Francorchamps, ils ont vu que la voiture de Russell était 1,5 kg trop légère. Pas trop lourde, trop légère. Ça, 1,5 kg, c'est un gros melon d'eau. Donc, mais tu sais, on voit, parce que normalement, une voiture, le seuil minimum de poids, minimum, c'est 798 kilos. Juste pour comparer, là, une petite voiture normale comme une Civic, là, c'est 1400 kilos. Donc, Quand une même. Formule 1 pèse la moitié d'une voiture normale. Et là, le fait que Russell ait été 1,5 kg trop léger, ça fait en sorte qu'il a été disqualifié. Il avait fait une course incroyable, Ouais. mais sa course incroyable, on s'est rendu compte finalement que c'était ça qui avait causé ça. Parce qu'il a fait 34 tours avec les mêmes trains de pneus. Et le 1,5 kg trop léger, ça serait des morceaux de pneus qui sont partis. Parce qu'un pneu avant d'une Formule 1 pèse 18 kg, puis des pneus arrière 21. Donc, ils peuvent perdre des lanières parce qu'on voit souvent, quand ils font des courses, des débris de pneus un peu partout. Ouais. Donc, ils en perdent beaucoup. Puis plus tu vas faire de tours, plus tes pneus vont se dégrader. Donc, après enquête, ils se sont rendus compte que le 1,5 kg de Russell, c'était des morceaux de pneus qui étaient partis. Ils ont été disqualifiés parce qu'il a fait trop longtemps avec ses pneus. Donc, ça, c'était une des histoires incroyables de la saison que j'en revenais pas qu'un pilote qui avait gagné perde tous ses points et tout son résultat à cause du poids d'un melon d'eau en trop léger. Donc, ça, j'en revenais pas. Donc, c'était une des histoires intéressantes, mais ça montre que le son s'acharne sur le pauvre Russell. Absolument, comme tu l'as si bien expliqué, c'était rien d'intentionnel. Finalement, c'est son coéquipier Lewis Hamilton qui en a profité, qui a été crédité de la victoire. Probablement la plus grosse déception chez les pilotes cette année se situe au niveau de Sergio Perez, huitième au classement des pilotes avec 144 points, qui n'est pas si mauvais en soi, mais c'est lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au cours de la saison. Premièrement, c'est le coéquipier de Max Verstappen, donc il y a une des voitures les plus dominantes cette année. 4 podiums, mais aucun après la fin de semaine du 19 avril. 4 fois, dont, pour le dire, 3 abandons. Là. Il n'a pas récolté de points. Et puis depuis la course à Miami le 18 mai, il a seulement récolté 41 points en 12 courses. Donc, on se retrouve avec un pilote extrêmement performant. Puis après avoir parlé de Perez, on fera cette transition vers le championnat des constructeurs. Mais on se retrouve avec un pilote extrêmement performant et un autre qui, on dirait, a perdu tous ses moyens après avoir bien fait, récolté des podiums. Il chevauchait Max Verstappen dans ses performances avec Red Bull. Et puis tout d'un coup, plus rien, fréquemment hors des points,
qu'est-ce qui peut expliquer une débandade pareille là, chez Perez? Oui, on a parlé de la voiture qui a des ajustements, donc c'est vrai chez Verstappen, c'est vrai chez Perez. Mais pourquoi est-ce que Perez a continuellement l'air d'un débutant, si je peux me permettre là? Je- Ta réponse est aussi bonne que la mienne. Ça, c'est un des mystères de la saison. Autant que l'année passée, pendant une bonne partie de la saison, j'ai chauffé Verstappen, il était là, il était derrière lui, il pouvait l'aider. Là, Verstappen est constamment tout seul parce que son pied est 7, 8, 9, 10e, plusieurs places en arrière. Puis c'est pas parce que sa voiture est mauvaise. Est-ce que c'est parce qu'il est déconcentré? Est-ce que c'est parce qu'il fait des erreurs? Pourtant, on ne le voit pas nécessairement dans des accrochages ou rien. On dirait Non? qu'il fait mal en qualification. Des fois, ça arrive même qu'il passe pas, qu'il n'est pas à Q3, donc ça veut dire les 10 premiers. Donc, il va partir 11, 12e, puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas les capacités de Pour rattraper remonter, pour ouais. aller rejoindre son coéquipier. Puis c'est sûr et certain que ça l'aide pas lui non plus d'être tout seul parce qu'il peut pas rien faire, il peut pas profiter d'aspiration de personne, quoi que ce soit. Donc, on dirait qu'il est comme, il a perdu un peu confiance en lui. Autant avant, le Perez qu'on connaissait avant avec McLaren, où il prenait des risques en course. Et là, peut-être qu'il s'est fait taper sur les doigts beaucoup. Il prend plus de risques, mais ça fait que les résultats sont plus là. Ça, c'est mon analyse, Ouais. mais tout le monde peut avoir son opinion sur Sergio Perez qui est un fantôme cette année. Littéralement. Ceux qui sont assez doués en mathématiques auront constaté que Red Bull n'est pas premier au championnat des constructeurs. Ils l'ont été la très, très grande partie de l'année. À un certain point, on pensait cette avance insurmontable. Mais non, présentement, McLaren pointe au premier rang grâce à Piastri et à Norris, comme on l'a mentionné. Ils ont 516 points. Depuis le Grand Prix du Japon, la fin de semaine du 5 avril, ils ont au moins un pilote sur le podium à chaque course. 3 fois cette saison, dont les 3 fois au cours des 6 derniers Grands Prix, les 2 pilotes sont sur le podium. C'est ce qui explique cette régularité qu'on a connue chez Piastri et chez Norris, qu'on est en première place. Belle avance quand même devant Red Bull, qui sont deuxième, à 475 points. On a parlé des changements qui ont été faits. On a un contrat, en faisant une petite transition là, en parlant de Perez, le contrat de Perez finit en 2026. Est-ce qu'il doit probablement regretter d'avoir prolongé son association avec l'équipe? Est-ce qu'il y a des manières, selon toi, que Red Bull pourrait se débarrasser de lui avant la fin de son contrat? Il pourrait briser le contrat d'un commun accord, mais le problème, c'est que tu remplaces par qui? Tu remplaces par qui? Habituellement, la façon de faire de Red Bull, des fois, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont utiliser leur écurisseur qu'avant on appelait Toro Rosso, là, qui a changé de Ouais. nom, mais je pense qu'il l'appelle ARB maintenant. Ça fait en sorte que, mais ils n'ont pas de pilote prometteur dans la filière. Donc, ça ne sera certainement pas des pilotes comme Ricardo ou que Tsunoda qui vont prendre la place de Perez. Donc, d'après moi, Perez est là par défaut et il n'y a pas de bons pilotes encore disponibles parce que Sainz a signé en cours d'année. Euh, il y en a plein d'autres qui ont été remplacés. Donc, est-ce que, d'après moi, Red Bull sont pris avec leurs Le problèmes? problème, ouais. Ouais. Cette différence de 41 points au classement, selon toi, est-ce que c'est un gouffre qui va s'accentuer ou qui va rétrécir? Et en même temps, ça va avoir un effet important parce que ça va montrer une tendance assez lourde. Si jamais cette différence de points continue de grossir, ben ça va montrer vraiment que Red Bull est sur une pente descendante. Mais le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix des États-Unis. Donc, le Grand Prix d'Austin au mois d'octobre. Euh, c'est un circuit qui est pas nécessairement, qui n'est pas un circuit urbain. Donc, c'est un vrai circuit. Et là-dessus, j'ai comme l'impression que les Red Bull vont avoir de la difficulté. Et il y a Ferrari, là, sont juste à 34 points de Red Bull. Ouais. Donc, regarde bien au cours du prochain, moins
mettons peut-être dans 2 Grands Prix, là, je ne serais même pas surpris que Ferrari dépasse Red Bull encore une fois. Parce que là, Ferrari, on en parle moins, comme on a dit. Charles Leclerc, Sainz passent sous le radar un peu, mais combinés, ils sont là. Tu sais, si tu regardes les En tant que 475, Ouais, en tant que duo, ils sont clairement plus solides en ce moment que que ce qui se passe Verstappen à et Red Perez Bull, là. tout seul. Exactement. Donc, que Red Bull finisse, exemple, troisième au championnat, parce que le quatrième Mercedes sont encore trop loin, là, c'est à plus de 100 points, mais qui finissent troisième au championnat, ça va être une bonne claque, puis peut-être ça va les ramener sur terre un peu après leur hégémonie des 2 Ouais. dernières années. Donc, ça va être les prochaines courses vont être intéressantes parce que il y a la course au championnat des pilotes, la course au championnat des constructeurs. Donc, la saison n'est pas finie, là. Et il se passe quelque chose en Formule 1 depuis quelques années d'assez formidable. J'ai l'impression que pendant de nombreuses années, on avait des yeux que pour la course au championnat des pilotes. J'ai l'impression qu'on accorde de plus en plus d'importance à ce championnat des constructeurs. Et te parler un petit peu de justement cette domination de Red Bull. On a vu dans les dernières années que Christian Horner, le dirigeant principal de l'équipe, être souvent assez arrogant, être vraiment profiter de cette royauté dans laquelle il dominait la Formule 1. Ça serait vraiment tout un revirement de situation si Ferrari, qui sont présentement à 441 points, réussit à dépasser Red Bull. Ça pourrait me semer des bases assez solides pour la prochaine saison à venir, en 2025. Ferrari ont beaucoup de grosses attentes. On attend l'arrivée de Lewis Hamilton pour la prochaine saison, Carlos Sainz qui travaille vers Williams. Tu as parlé de McLaren, on est quand même loin avec 329. Il y a quand même des belles choses qui s'en viennent de leur côté aussi. On a annoncé la venue de Kimi Antonelli, la jeune sensation italienne de 18 ans, là, qui est Avec possiblement le. Mercedes, ça. Pardon? Avec Mercedes, pas McLaren, mais c'est Avec Mercedes. Mercedes, pardon, effectivement. Avec Mercedes, qui est probablement le meilleur jeune pilote depuis Max Verstappen. Oui. Il va rejoindre Russell. Donc, une chaude lutte. McLaren, à moins que le train ne déraille, seront couronnés champions. Puis c'est une belle histoire parce qu'on est passé, on a eu la diffusion un petit peu il y a plusieurs années de McLaren-Mercedes. Mercedes a eu des années de gloire. McLaren, ça a été beaucoup plus difficile. On a revampé la voiture. On a mis des sous pour avoir une image quand même assez forte. Et finalement, ça va payer en 2024 si on est capable de garder le cap. Donc, c'est une belle histoire que celle de McLaren pour 2024. Pour terminer chez les constructeurs, c'est pas très surprenant de retrouver Aston Martin en 5e position. C'est plus avec leur prestation qu'il l'est, celle de seulement 86 points. Fernando Alonso, 62 points cette saison. Lance Stroll, 24. Pas de points pour Stroll depuis le Grand Prix d'Hongrie le 21 juillet. Donc ça, c'est 5 Grands Prix de suite. Là-dedans, il a fini 19e, 14e, 13e, 11e et il a abandonné une fois. Même si dans les dernières années, ça a mieux été pour Aston Martin, il y avait quand même toujours ce gap-là entre Alonso et Stroll. Même si Alonso n'est pas aussi dominant que par le passé, les deux pilotes, surtout Stroll, ne sont pas des concurrents sérieux cette année, là. Non, effectivement, Lance Stroll, c'est un pilote de fond, c'est un des pires pilotes. Aston Martin, peut-être que l'année prochaine va être intéressante parce qu'on sait, ou on peut le dire, là, Adrian Newey, qui était le grand architecte du succès de Red Bull, un des principaux concepteurs, qui faisait fonctionner l'écurie, puis a été signé par Aston Martin pour travailler sur la voiture en cours en cours de saison et l'année prochaine. Peut-être que ça va changer quelque chose, mais ça va prendre vraiment beaucoup pour amener Fernando Alonso qui dépassé la quarantaine, puis Lance Stroll qui a zéro confiance à un autre niveau. Donc, ils sont 5e au classement par défaut parce que les autres sont encore pires qu'eux.
Mais même à ça, on voit, tu sais, quatrième Mercedes à 329, puis après ça, ça descend à 86. Donc, malheureusement, on dirait qu'eux, ils régressent alors qu'on voyait une progression certaine au courant des années précédentes. Puis là, depuis plusieurs années, là, ça stagne, même ça régresse. Là. Donc, en espérant que ça aille un peu mieux avec quelqu'un de compétent comme Newey, mais ça reste en moi. Tu as parlé un petit peu de premier, de cinquième, pardon, par défaut. Mais c'est vraiment le cas. Là, on a vu certains constructeurs être quand même assez performants lors de certains week-ends. Là, Haas avait avancé quelques points en Autriche. Euh, Honda a eu Red Bull de Racing, mais le constructeur Honda a eu 12 points aussi à Miami. Mais c'est très, très inconstant dans une globalité. Williams aussi, et même s'il y a eu de l'amélioration, on a bien fait au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ce sont des écuries. En fait, la moitié des écuries en Formule 1 ont de la difficulté à être performants Grand Prix après Grand Prix. C'est ce qui rend vraiment les meilleurs, ce qui donne le statut de meilleur à McLaren parce qu'ils ont été aussi constants cette saison. C'est ce qui font en sorte qu'ils sont au sommet de ce classement-là. Reste donc 6 Grands Prix, dont celui de Las Vegas, qui est quand même toujours très intéressant là, depuis son arrivée. Le 23 novembre, ça se termine. Ça ne s'est jamais terminé aussi tard. Ça se termine le 8 décembre à Abu Dhabi, en plein hiver. On sort dehors en botte de neige, mais on rentre en dedans pour garder la Formule 1. C'est assez spécial. Parle-nous un petit peu de tes prédictions à venir pour. On a mentionné la possibilité que tu verrais Ferrari passer possiblement Red Bull plus tôt que tard, mais j'aimerais que tu nous donnes un petit peu tes prédictions pour le championnat justement des pilotes et des constructeurs alors qu'il nous reste 6 Grands Prix à venir. Ouais, je peux y aller. Donc, 6 Grands Prix et 3 courses sprint dans ces six Ouais. Grands Prix-là. Donc, ça va rajouter des points, ça va mettre une dynamique qui va être peut-être un petit peu différente que s'il n'y avait pas ces courses sprint-là. On sait que ça donne quelques points de plus ici et là. Donc, oui, l'écart pourrait soit se creuser ou se rapetisser plus vite qu'on le croit. On s'entend que le Grand Prix d'Austin, c'est un Grand Prix qui est aimé par beaucoup de monde, qui est un circuit rapide. Grand Prix du Mexique aussi, ça va être intéressant. Puis, donc, d'après moi, là, on n'est pas. Le championnat n'est pas décerné Pas décidé. ni pour ni pour un ni pour l'autre. Ça va finir jusqu'à la fin. Donc, pour une fois, ça va être une fin de saison qui va être intéressante, même si ça revient jusqu'en décembre. Mais moi, je prédis que Ferrari, d'ici peu, vont passer Red Bull en termes d'équipe et j'espère vraiment que Norris va pouvoir continuer sur sa belle lancée pour pouvoir, si ce n'est pas nécessairement dépasser Verstappen, au moins venir le chatouiller là, à venir à quelques dizaines de points que lui. Il lui reste 52 points de 18 d'écart. Il serait capable de gagner des grands prix. Donc, ça va être une chose qui est sûre, c'est que ça va être intéressant. C'est des grands prix qui sont quand même assez variés. Tous ceux qui s'en viennent. On a fini complètement la portion européenne, donc il n'y a plus de Grand Prix en Europe, en Amérique. Il y en a 4 en Amérique et ensuite de ça, on finit au Moyen-Orient. Donc, d'après moi, là, au Grand Prix du Qatar et à Abu Dhabi, qui sont des beaux Grands Prix, on va espérer que ça va être du bon spectacle. Parce que d'après moi, ils vont avoir Suspend encore jusqu'à un la enjeu. fin. Ouais. Norris aurait besoin d'un abandon de Max Verstappen. Et si jamais ça arrive, ce ne sera probablement pas la faute de Max qui fait très, très peu d'erreurs en course. Mais reste que même si Verstappen ne remporte pas des victoires ou n'est pas sur le podium, il trouve toujours des manières de gagner de nombreuses places par rapport à sa position en qualification. Mm-hmm. Donc, c'est un pilote extrêmement doué. Donc, comme tu l'as dit, là, ça prendrait un petit miracle pour Norris, mais ce n'est pas impossible. Hein, on l'avait vu lors de la saison où Verstappen a eu son premier sacre jusqu'à la toute fin. Il peut y avoir des revirements de situation. J'aimerais que tu nous dises, Guillaume, en concluant, petite ouverture vers la saison 2025. Là, on sait qu'en 2026, il va y avoir énormément de changements.
J'ai déjà un petit peu parlé de cette valse des pilotes là, qui est bien entamée. La grille est presque complète pour 2025 chez les pilotes. Mais pour ce qui est des règlements principaux, est-ce qu'il y a quelque chose qui retient ton attention? Là, je te prends un peu à court, mais pour la prochaine saison. D'après moi, ils vont faire des ajustements. Je, Par cœur, je me souviens plus exactement qu'est-ce qui va être comme gros changement, mais je sais que c'est certains qui voudront pas, ça ne sera pas une révolution. Parce que comme tu le dis, la révolution qui s'en vient va être dans 2 ans avec des nouvelles écuries, des nouveaux règlements, des nouvelles voitures complètes. Donc l'année prochaine, ça va être sans doute une année de transition où peut-être il y a tout le temps des ajustements et des changements ici et là. Ouais. Liberty Media, qui est l'entreprise qui gère la Formule 1, amène toujours un petit quelque chose soit pour améliorer le spectacle, pour changer la, la tradition, ou faire en sorte Effectivement. de rehausser l'expérience. Parce qu'eux, c'est une entreprise de divertissement, donc ils veulent rehausser le divertissement, l'expérience client, le fait d'aller voir un Grand Prix. D'après moi, il va y avoir des changements peut-être plus à ce niveau-là, OK. en termes d'organisation de la saison, organisation des Grands Prix, plutôt que des changements drastiques au niveau des pilotes, des voitures et du sport comme tel. Ça, On c'est l'a ma vu. prédiction. Toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en On penses. l'a vu justement en faisant en sorte que la saison se termine plus tard. On étire un petit peu justement le suspense, l'intérêt. Peut-être que ça aurait été la situation inverse. Il y aurait eu un désintéressement si, par exemple, Red Bull et Verstappen avaient continué à dominer, mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'on va pouvoir, on va s'en frotter les mains du côté de Liberty Media d'avoir agi de la sorte. Ils ont été chanceux. 2 pauses d'1 mois dans la même saison. C'est beaucoup, hein. Où je me souviens pas, parce qu'habituellement, on parlait des grandes vacances d'été, puis là, il y a un autre mois. Ils sont chanceux qu'il y ait encore de l'intérêt parce que le Absolument. championnat soit fait, parce que, comme tu dis, si c'était une domination, déjà, le championnat s'était déjà joué, il y aurait une perte d'intérêt notable. On va se souhaiter justement, comme tu l'as projeté, une belle fin de saison, peu importe le résultat. On se souhaite des courses qui continuent d'être serrées, un classement des pilotes et des constructeurs qui continue à être palpitant, qui continue à être Imprévisible. Les imprévisible. podiums sont imprévisibles. On ne peut pas savoir. C'est tout le temps des pilotes différents. Il y a 5 ou 6, 7 pilotes qui peuvent aspirer à un podium. Ça va être intéressant de regarder. Il se passe Vraiment. quelque chose à toutes les courses. Il y a quelque chose qui se passe, un haut fait. Puis c'est comme ça va rendre la fin de saison très intéressante. Je te remercie de cette très intéressante et pertinente mise à jour sur la saison 2024 de la Formule 1. C'est vraiment très, très intéressant justement de faire le point là-dessus. Donc, encore une fois, très, très agréable toujours de parler de Formule 1 avec toi. Merci à tous nos éditeurs qui ont été présents. On va vous souhaiter une belle fin de saison de Formule 1. Puis, on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.